Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Marlène Leguet, psychosociologue et fondatrice de Vagues de Sens, experte des jeunes générations et des dynamiques intergénérationnelles. Alors Marlène, elle est déjà venue sur mon podcast, elle a été invitée lors de l'épisode 2 en mai 2023. Et Marlène revient aujourd'hui pour nous partager sa vision unique sur les défis et opportunités liés à la collaboration entre générations. Forte de plusieurs années d'études et de rencontres avec les moins de 30 ans, elle accompagne les entreprises dans les enjeux cruciaux tels que l'attractivité, la fidélisation et le management intergénérationnel. Préparez-vous à une conversation riche en perspectives et en solutions concrètes pour mieux comprendre et intégrer les jeunes talents au sein de vos organisations. Marlène, un grand merci pour ta disponibilité, pour ta deuxième venue sur ce podcast. Comment vas-tu ? Salut Florent, merci pour cette deuxième invitation. Et écoute, ça va très bien. En cette rentrée. En cette rentrée, une année 2024 qui a été très dense, un beau développement d'activité, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis des demandes aussi qui ont évolué au cours de l'année 2024. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Puis voilà, je recommence un début d'année 2025 qui débute sur les chapeaux de roue. Ok, donc déjà à fond. À fond. Ok. Alors justement, si on va pas, ce que je te propose, c'est pas de te représenter. Pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à écouter l'épisode numéro 2 de On n'a jamais fait comme ça. Et vous retrouverez l'interview de Marlène qui, dans cette première version, se présente effectivement. Bien sûr, tu vas reparler de Vagues de Sens, de qui tu es, ce que tu fais, etc. Donc, ça va permettre de présenter. Puis, de toute façon, vous allez sur LinkedIn et vous tapez Marlène Leguet et vous avez tout ce qu'il faut. Ce qui m'importe, c'est on vient de quelques points dont tu avais abordé lors du premier épisode. Et puis, on parlera des évolutions que tu vois, toi, sur ces sujets d'intergénérationnel de jeunes générations. Depuis mai 2023, entre mai 2023 et janvier 2025, il s'est passé plein de choses sur le marché de l'emploi. On est dans une situation économique et politique qui est un petit peu plus perturbée qu'en mai 2023. Mais néanmoins, j'entends toujours des entreprises qui galèrent à recruter, qui galèrent à intégrer des jeunes, qui galèrent à faire en sorte que l'intergénérationnel fonctionne dans leur organisation. Donc, je me dis qu'effectivement, il y a toujours un vrai sujet important à regarder. Déjà, dans la première conversation qu'on avait eue, tu nous parlais de l'intérêt entrepreneurial des jeunes générations. Est-ce que tu perçois une évolution sur cet intérêt pour l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il y a de nouvelles tendances ou une motivation qui se dessine chez les jeunes à ce sujet ? En fait, ce qu'on peut observer, c'est que finalement, la part des jeunes qui envisagent l'entrepreneuriat est toujours assez stable. En général, on est à peu près à, on va dire, entre 30 et 40% sur un échantillon que l'on rencontre qui nous dit « moi, j'ai envie d'entreprendre, c'est quelque chose qui me tente ». Donc ça, c'est toujours très stable. C'est aussi ce qu'ils vont rechercher aujourd'hui au sein d'une entreprise, c'est cette dynamique intrapreneuriale. Ça leur plaît énormément. Mais quand on parle d'entrepreneuriat, ce que je trouve toujours surprenant, alors c'est valable quand ils ont un projet concret, c'est aussi valable quand on les met à travailler sur un sujet, à réfléchir ensemble. En fait, ce qu'on voit, c'est que spontanément, ils vont s'organiser, je pense, différemment de la manière dont on pouvait le faire il y a peut-être 5 ou 10 ans. C'est-à-dire qu'avant, quand on projetait un projet entrepreneurial, on se disait, moi, je vais être
la fondatrice, le fondateur. Finalement, je dois détenir un petit peu toutes les compétences. Certes, je me ferai épauler, mais bon, il faut quand même que je me débrouille un petit peu sur chaque sujet. Aujourd'hui, en fait, ils fonctionnent pas comme ça. Si tu leur demandes de bosser sur un sujet en commun, ils vont se répartir les tâches. Et ils vont se dire, moi, je suis très bon là-dedans, toi, t'es très bon là-dedans, toi, t'excelles en ça. Et chacun fait très bien ce qu'il sait faire et ensuite, on met ensemble. Donc ça, c'est vraiment une approche qu'ils ont. On le voit, par exemple, qu'on travaille avec des écoles sur des travaux de groupe, nous, on les fait bosser sur certains sujets. Et aussi, quand ils créent leur entreprise, aujourd'hui, si tu te penches sur ce sujet-là, tu verras qu'en général, ils ont chacun vraiment une expertise très forte, très marquée, qu'ils assument. Et ils travaillent de manière collaborative, ils savent très bien travailler ensemble. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est plutôt mature de leur part. Tout à fait, c'est plutôt mature. Alors, ils le font pas forcément de manière consciente, c'est quelque chose qui est naturel chez eux. Mais justement, parce que c'est naturel, on s'imagine bien que s'ils le font quand ils prennent leur casquette d'entrepreneur, quand ils sont au sein de l'entreprise, ils vont finalement avoir un petit peu les mêmes raisonnements, un petit peu les mêmes logiques et se dire, moi, j'ai envie de très bien maîtriser un sujet et après travailler en collaboration et en lien avec les autres. Potentiellement avec d'autres personnes, d'autres générations également. Ok. Justement, sur l'aspect autre génération, tu nous as parlé il y a 1 an et demi de reverse mentoring. Et tu évoquais l'importance de mettre en place ce dispositif dans les entreprises. Est-ce que tu vois de plus en plus d'entreprises qui vont vers ce terrain de jeu du reverse mentoring? Est-ce que tu n'en vois pas encore? Est-ce que ta vision, c'est qu'il n'y en a pas encore assez qui vont vers ce sujet? Comment tu vois quelle est l'adoption des entreprises sur de dispositif en fait? Alors, je pense qu'il y en a qui vont de plus en plus, et c'est une bonne chose. Il y en a probablement pas assez, ou en tout cas pas assez qu'ils le font quelque part de la bonne manière, au sens où, heureusement, c'est en train de réduire, mais j'entends toujours des fameux nous, voilà, on va faire du mentoring pour que, du coup, les personnes avec une ancienneté plus importante transmettent la culture d'entreprise aux plus jeunes. Et puis, les plus jeunes, comme ils sont très habiles avec les nouvelles technologies, ils vont nous donner un coup de pouce sur le digital. Ça, moi, j'en peux plus d'entendre ça parce que je me dis qu'on est en capacité à s'apporter bien plus, qu'une culture, c'est quelque chose qui est mouvant, c'est quelque chose qui se transforme, et du coup, c'est pas forcément... Alors oui, il y a certes un enjeu de transmission, mais c'est pas uniquement aux personnes qui sont là depuis 15-20 ans, de transmettre cette culture, c'est quelque chose qui se fait ensemble. Et de la même manière, le digital, c'est pas parce qu'on a 25 ans qu'on est forcément hyper à l'aise sur les outils. Donc, le mentoring, le reverse mentoring, il y en a, mais il y en a qui sont encore un petit peu dans cette tendance-là qui est finalement basée sur des stéréotypes. Mais je sens quand même qu'il y a une prise de conscience qu'aujourd'hui, l'enjeu de transmission, il est important. On le voit de toute façon dans certaines entreprises, au regard de la pyramide des âges. Il y a même certaines entreprises qui nous appellent un petit peu alertés en disant « Oula, dans 5 ans, on va avoir un problème ». Donc, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Et donc, voilà, ça se fait de plus en plus, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin sur le sujet. Ok. Alors, tu as commencé à parler de Vague de Sens. C'est quoi les moments forts, les projets marquants de Vague de Sens en 2024 ? Alors, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions, beaucoup de sensibilisation. Et des sensibilisations qui ont eu de l'impact au sens où, par exemple, il y a des conférences qui ont été réalisées en début d'année et de voir des personnes qui reviennent 6 ou 8 mois plus tard nous voir en disant merci, parce qu'en fait, ce que tu as dit à ce moment-là, je l'ai appliqué et ça marche, ou j'ai mis ça en place et ça a permis de faire évoluer les pratiques. Ça, c'est toujours des super feedbacks qu'on peut avoir. Donc, il y a eu des moments forts en ce sens. Il y a aussi eu vraiment une accélération dans les demandes, et surtout dans les demandes assez opérationnelles, en disant, nous, justement, pour certaines entreprises, en 2022-2023, on s'est sensibilisé. Maintenant, on a envie d'aller plus loin. Donc, on a envie vraiment d'impliquer les équipes, on a envie d'aller vers des choses plus concrètes. Et on voit bien que ça, c'est des demandes qui se développent. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Et aussi, ce qu'on a pu finalement voir apparaître, c'est une évolution en fait dans les problématiques qui nous sont adressées. C'est-à-dire que, on va dire, en 2021-2022, c'était là, on a un petit peu l'impression que la jeune génération, elle est différente de ce qu'on a pu connaître. Ça nous perturbe un peu. On a envie de comprendre, mais on n'est pas prêt à changer nos pratiques. Ensuite, on a eu, on a des jeunes qui nous envoient moins de CV. Donc ça nous pose problème, on ne sait pas trop comment faire, donc on sent qu'on a besoin de travailler notre attractivité. Ça, c'était après le Covid, quoi. 2022-2023 Ça, c'était l'attractivité. Ouais, comprendre les jeunes, c'était 2021-2022. D'accord. Ensuite, l'attractivité, c'était en 2023, beaucoup. 2024, on a eu des entreprises qui nous ont dit, du coup, on a mis en place des actions
pour travailler notre attractivité. Donc maintenant, on a de nouveau des CV, on a des gens qui veulent candidater chez nous, mais on a du mal à les garder. Donc, gros sujet de fidélisation en 2024. Et là, ce qu'on voit émerger depuis un petit peu moins de 6 mois, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est des sujets plutôt en lien avec la communication. Donc, des entreprises qui prennent conscience qu'aujourd'hui, si on veut fidéliser, faut faire en sorte que les collaborateurs soient bien dans l'entreprise. Si on veut traiter les problématiques intergénérationnelles, il faut réussir à se parler pour de vrai, réussir à se comprendre pour de vrai. Et ça, c'est pas toujours naturel. Donc, parfois, il y a besoin d'être accompagné sur ces sujets-là. D'accord. Alors, on va venir sur ce point. C'est quoi aujourd'hui, pour toi, les principales incompréhensions entre les générations au travail? Aujourd'hui, on peut avoir 3 générations dans une entreprise? Même plus. Même plus, ouais. Donc, il peut y avoir des incompréhensions, alors que tout le monde a envie de bosser. Hein. On n'est pas sur le cliché de les jeunes ne veulent plus travailler. Ce truc-là, il faut passer à autre chose, vite fait. Exactement. Voilà, c'est quoi ces incompréhensions? Puis on reviendra un petit peu aussi sur ton approche, tes tips, tes solutions sur ces sujets. Alors déjà, pour revenir sur ce que tu disais, les jeunes ne veulent pas bosser, oui, c'est faux. On est allé voir les concernés, on va continuellement les voir vis-à-vis de ce sujet. Effectivement, ils nous disent qu'ils ont toujours envie de travailler, mais quand on a un regard un peu comparatif, on se dit que oui, ils n'ont plus envie de travailler forcément comme leurs aînés. En tout cas, il y a des différences, voire des dissonances qui s'opèrent. Après, le cœur du sujet, c'est pas tant les jeunes générations, c'est plus l'évolution de notre société. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout va de plus en plus vite, où tout est très mouvant, et en fait, on est en train de perdre certains repères communs, certains repères collectifs qu'on peut avoir. Il y a des repères qui sont à recréer, et c'est là-dessus où parfois on a du mal à s'entendre, et du coup, on a aussi du mal à se comprendre. Et quand je parle aussi de cette société dans laquelle tout va de plus en plus vite, finalement, c'est ça qui peut déstabiliser des générations plus anciennes, c'est que les jeunes générations, c'est finalement le reflet majeur des transformations de notre société. Parce qu'ils ne connaissent que cette réalité, et du coup, ils vont avoir des discours, des attentes, des aspirations vis-à-vis desquelles ils vont être très affirmatifs, parce qu'en fait, ils ne connaissent que ça. Et donc, ça peut nous déranger en même temps. Si on regarde le monde dans lequel ils ont grandi, si on fait un saut 15 ans en arrière, on voit que c'est un monde où il y a eu un phénomène d'accélération. C'est particulièrement visible sur les évolutions technologiques. On voit bien, tout va de plus en plus vite. C'est un monde dans lequel on peut tout personnaliser. Ce qu'on mange, ce qu'on porte, ce qu'on regarde, tout est personnalisable. C'est une génération qui a grandi aussi avec un niveau d'écoute qu'aucune autre génération n'a eu. Et puis de considération aussi. On les aide à prendre les bonnes décisions, à identifier leur potentiel, à révéler leur potentiel. Alors, quand ils arrivent chez nous 20 ans après, ils ont un peu les mêmes attentes. C'est des jeunes aussi qui ont grandi dans un monde méritocratique. Aujourd'hui, il suffit de regarder son smartphone ou d'écouter un peu ce qui se dit. On a l'impression que, il y a des success stories permanentes. On a l'impression qu'on peut tout faire. On peut changer de pays, changer de profession, changer de sexe, changer de ce que l'on veut. Et on a même tendance à nous faire croire que c'est facile. Et puis, il y a aussi ces crises qui se sont succédées qui font qu'aujourd'hui, oui, on a une jeune génération qui est peut-être différente, mais en fait qui met en lumière simplement l'évolution de notre société. Et je pense que des fois, c'est aussi sur ça qu'on a du mal à s'entendre, à bien se comprendre. Et c'est un des éléments qui explique pourquoi est-ce que les générations se comprennent pas toujours. Et tu vois, quelque chose qu'on retrouve très, très, très souvent, j'aime bien prendre cet exemple de la notion de respect. En fait, que tu parles avec des personnes qui ont 25 ans ou avec des personnes qui ont 60 ans, tu peux entendre des deux côtés, en fait, oui, mais les autres, ils respectent pas. Ok, très bien. Donc, en fait, si on parle de respect, tout le monde a l'impression de se comprendre. On est tous d'accord, personne ne respecte rien. Sauf qu'en fait, si tu vas voir les moins de 25 ans, eux, ça va être j'ai le sentiment de ne pas être respecté dans ma singularité, en tant qu'individu. Si tu vas voir des plus de 60 ans, bien souvent, ça va être, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est juste pour donner une tendance, ça va être plutôt, ils respectent pas les règles. En fait, ils respectent pas vraiment ce côté réglementaire, ils sont en retard, et finalement, tout le monde a l'impression de se comprendre, mais on se comprend pas réellement. Tout comme un deuxième exemple, qui malheureusement arrive très souvent et qui a une incidence sur la fidélisation, tu peux avoir des jeunes collaborateurs que l'on rencontre qui soit sont sur le départ ou ont quitté une entreprise et qui nous disent « mais je comprends pas parce que moi on m'a dit que j'allais évoluer bientôt, c'est bon quoi, ça fait 6 mois que je suis là, j'ai toujours pas évolué, à un moment ça va, je pars voir ailleurs ». Mais en fait, le bientôt dans la bouche d'un jeune, d'un moins de 30 ans, ça peut être 6 mois. Parce qu'ils sont dans l'immédiateté, ils ont une vision assez court-termiste. Ça, c'est quelque chose aussi qui caractérise quand même, mine de rien, cette jeune génération. Mais dans la bouche du manager, le bientôt, c'était peut-être 2-3 ans. Et finalement, quand on
on n'a pas une approche factuelle des choses et qu'on ne les précise pas, malheureusement, on a l'impression de se comprendre et c'est pas forcément le cas. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de prendre le temps de s'assurer qu'on s'est bien compris et surtout qu'on a les mêmes représentations derrière les termes qu'on emploie. Alors, du coup, ça m'entraîne pas mal de questions. Est-ce que tu penses que les managers, comment les managers sont aujourd'hui formés à ça? Tu vois, parce que gérer, quelque part, c'est dans mon équipe, je suis manager, j'ai des hommes et des femmes de 25 ans, j'ai des hommes et des femmes de 55 ans et plus, qui peut amener des tensions intergénérationnelles. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui aient formé ces managers de proximité à ces sujets. Comment le faire, comment s'y prendre, et est-ce que les managers sont vraiment sensibles à ça? Moi, à mon sens, les managers ne sont pas assez accompagnés sur le sujet. Et justement, ça crée des tensions dans les équipes. C'est parfois des situations qui sont douloureuses pour eux. Les RH sont peut-être même pas accompagnés des fois dans les entreprises. Non, clairement, elles ne sont pas forcément accompagnées. Et puis, si je suis tout à fait honnête, quand ce sujet-là est abordé, bien souvent, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais bien souvent, on est sur des descriptions en fait, de qui est la génération X, Y, Z. Enfin, moi, à titre personnel, j'en peux plus de ce concept de génération et de me dire, mais c'est ça. Parce qu'en fait, ça fait que renforcer le clivage. C'est bien de comprendre quelles sont les tendances des générations. Mais la vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait ensemble concrètement, de savoir comment concrètement fait le manager quand il a une problématique dans son équipe, comment est-ce qu'on fait concrètement quand on a une problématique d'attractivité, quand on voit qu'on a des jeunes qui partent au bout de 2 mois, concrètement, comment on fait vis-à-vis de ces sujets-là. Et je pense que là-dessus, ils ne sont pas forcément accompagnés. Alors, comment on fait concrètement ? Il y a plein de il y a plein de pistes d'action, mais typiquement sur la fidélisation, aujourd'hui, je pense que le moment clé du parcours qui est peut-être un peu négligé. Quel est le socle de base pour toi déjà ? Ce qu'il faut faire forcément de base. Forcément de base, c'est si j'ai pas commencé à bosser ce sujet dans ma boîte et que je sens bien que j'ai des tensions intergénérationnelles, par où il faut que je commence, quoi. Si tu as des tensions intergénérationnelles, c'est de préparer l'équipe à l'arrivée déjà d'un si on prend l'exemple un peu typique, arrivée de jeunes collaborateurs, de plus en plus de jeunes qui arrivent dans l'équipe, c'est bien préparer l'équipe et de l'impliquer aussi. Pourquoi pas dans les recrutements ? C'est des choses qu'on peut faire parfois. Parce que si tu les impliques dans le recrutement, finalement, quand ils arrivent, c'est pas juste le petit jeune qui vient les embêter, c'est le petit jeune que j'ai aidé à recruter, et ça change tout. Donc ça, c'est la première étape. Et puis vraiment de préparer l'équipe, d'expliquer qu'est-ce que cette personne va venir apporter dans l'équipe, pour les jeunes collaborateurs aussi de prendre contact avec eux. Alors ça, c'est des choses, c'est vraiment des basiques, mais je peux t'assurer que ça fait la différence. Je pense à un client là, que j'ai en tête dans le retail. Eux, la problématique qu'ils avaient, c'était avec leurs jeunes intérimaires. En fait, les personnes ne venaient même pas le premier jour, ne se présentaient pas. Donc c'était déjà comment régler ce premier sujet, et puis après on parlera de fidélisation. Et en fait, une action très simple qui a permis d'avoir une incidence positive, c'est simplement de les appeler 48 heures avant et lors de cet appel, de répondre finalement à 3 questions clés. La première, c'est qui je vais rencontrer et où est-ce que je dois me rendre. La deuxième, c'est toutes les questions en lien avec l'estomac. Est-ce que je dois prévoir un repas ? Est-ce qu'on va m'inviter à déjeuner ? Voilà, ça, c'est source de questionnement pour les plus jeunes et ça génère du stress. Et puis, le troisième point à communiquer, c'était simplement de faire savoir à la personne qu'on est heureux de l'accueillir. Et ça, tu vois, juste ça, ça permettait de faire en sorte que les personnes viennent le premier jour et viennent en plus dans les meilleures dispositions qui soient. Donc ça, c'est des petites actions, mais qui font que tu mets ça en place. Du coup, les équipes qui sont là depuis un moment, les managers se disent pas « Ah les jeunes, ils viennent jamais. » Et voilà, et on a ce turnover qui perpétue. Donc, tu as plein de petites actions comme ça que tu peux mettre en place en amont. Après, je pense qu'il y a des réflexions à mener sur aussi la journée d'accueil, parce que l'un des écueils que l'on peut observer, alors ça peut paraître un peu frustrant, mais c'est des entreprises qu'on rencontre qui ont envie de faire une super journée d'accueil. Genre, vraiment, sur le papier, c'est incroyable. Je pense que tout le monde rêverait de cette journée d'accueil. Le problème, c'est quoi ? C'est que c'est parfait, c'est archi complet, il y a plein de trucs, mais du coup, quand tu as le moindre aléa, il y a tout qui tombe à l'eau, ou une partie. Ça, sur le moment, on se dit oui, mais bon, ils peuvent comprendre. Alors oui, peut-être que tu peux leur expliquer que sur le moment, ils peuvent comprendre. Par contre, ce qu'ils vont pas comprendre, c'est quand ils vont parler avec un autre collaborateur qui aura été intégré à peu près au même moment, mais qui, lui, aura eu toute la journée d'accueil.
Et là, c'est pareil, ça peut être des prémices de potentielles tensions par la suite. Donc, je pense, avoir une journée d'accueil qui est extrêmement simple, mais qui est identique à chaque collaborateur, encore une fois, quelle que soit sa génération, quel que soit son âge. Ça, je pense que c'est un prérequis nécessaire. Et puis dès le début, de vraiment avoir des temps d'échange dédiés et des temps de transmission. Typiquement, quand on parle d'intégration, aujourd'hui, j'entends souvent « oui, mais on n'a pas le temps »,« oui, non, mais on a déjà fait la journée d'accueil »,« oui, mais on va faire un point 3 semaines après ». Ok, d'accord. On va voir sur l'intranet, ou va voir sur Slack, ou sur Teams, ou sur Notion, et puis voilà quoi. C'est ça, et encore, quand il y a ça de disponible. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que ce qui est quand même marquant chez les plus jeunes, et c'est un point qui les différencie aussi des autres générations, des personnes avec plus d'ancienneté en tout cas, c'est que quand ils arrivent dans le monde professionnel, c'est quand même un univers qui est anxiogène pour eux. Donc ils vont avoir un regard sur le monde professionnel, et ça c'est aussi quelque chose qui est différent, parce qu'avant, quand on échange avec des collaborateurs qui ont une ancienneté plus importante, en fait, eux, ce qu'ils nous disent, c'est avant, nous aussi, on avait peur du monde professionnel, mais en fait, on avait peur de l'inconnu. Les plus jeunes, ils voient pas le monde professionnel comme quelque chose d'inconnu. Quand on les a en entretien, ils vont nous dire « Non, moi, le monde professionnel, il me fait peur pour telle et telle raison ». Ils font référence à des situations très précises, de cas qu'ils ont vus sur les réseaux sociaux et qui, pour eux, sont perçus comme une réalité. Et du coup, le fait d'avoir des échanges, de prendre le temps et d'avoir des échanges très réguliers dès le départ, ça permet, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un désengagement qui se crée ou qui ne focalise pas leur attention sur, par exemple, j'ai eu un cas un petit peu classique. Par exemple, on arrive le premier jour, le deuxième jour, il y a une tension dans l'équipe, ça fait partie de la vie d'équipe, les tensions. Il y en a une, et eux, ils peuvent focaliser leur attention là-dessus si ça fait écho à des vidéos qu'ils ont déjà vues sur les réseaux sociaux et qui peuvent faire part de mauvaise ambiance, de harcèlement, etc. Et donc ça, ils peuvent focaliser leur attention là-dessus, et ça peut cristalliser certaines préoccupations, peut-être générer un désengagement. Et donc, plus on aura de proximité avec eux dès le début, plus on va créer des temps d'échange à la fois avec le manager et aussi à la fois avec l'équipe, plus ça va leur permettre de prendre de la hauteur pour observer ce qui se dit, ce qui se fait avec de l'objectivité, peut-être apporter aussi des compléments sur des choses qu'ils n'auraient pas compris. Et puis, on va vraiment être dans cette logique de transmission, parce que l'entreprise, elle préexistait avant leur arrivée, elle continuera d'exister après leur départ. Et l'idée, c'est de se dire qu'on va faire un bout de chemin ensemble, et comment faire en sorte de transmettre au mieux. Et ça se fait pas une fois à l'occasion d'une présentation de 2 ou 3 heures lors de la journée d'accueil. Ça se fait avec une certaine récurrence lors des premières semaines. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le premier pas à faire est le plus essentiel. En tout cas, dans une optique de fidélisation, c'est vraiment de soigner cette phase d'intégration qui s'étend plusieurs semaines après l'arrivée du collaborateur. Ok. En post-intégration, tout au long, je dirais, de la vie, il va aussi se passer un certain nombre d'événements, etc., dans la vie de l'expérience collaborateur, enfin de tous les collaborateurs. Et il peut y avoir aussi des changements de fonction. Tu vois, moi, je vois des exemples où on me dit, mais là, on a des jeunes qui cartonnent. On va les faire évoluer sur des postes de management intermédiaire, sur un premier poste de management. Et puis, ils vont commencer à manager des personnes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans de plus qu'elles, et ça nous fait peur. Est-ce que tu es confronté à ça aussi ? Oui. Et comment tu réponds à ça, à ce sujet ? Est-ce que c'en est un pour toi, ce sujet déjà ? Alors, c'est un sujet dans le sens où ça génère des problématiques souvent pour les deux parties. Donc oui, c'est un sujet. Après, ce qu'il faut savoir quand on parle d'intergénérationnel, c'est que les vrais sujets derrière, c'est quoi ? C'est j'ai peur de perdre ma place, j'ai peur de ne pas être à ma place, j'ai peur de ne pas être légitime, j'ai peur d'être considérée comme... des guillemets, mais comme has-been. Enfin voilà, ça va être ces sujets-là. Donc en fait, c'est ça qu'il va falloir déconstruire dans un premier temps. Et en fait, de refocaliser l'attention sur finalement le vrai sujet, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on fait ensemble. Et je pense que c'est ça qui a déconstruit. Donc typiquement, sur des jeunes managers, c'est vraiment les accompagner sur les questions de la légitimité, en refocalisant sur la compétence. Et puis, pour l'équipe, en fait, en général, dans ces situations, c'est pas tant l'équipe qui met en difficulté le manager, c'est le jeune manager qui se met en difficulté lui-même
en se disant mince, je vais peut-être pas être à la hauteur ou qu'est-ce qui peut se passer si je réponds pas aux attentes. Et d'ailleurs, ce qu'on voit souvent se produire, c'est qu'il y a deux phénomènes, soit des phénomènes presque de rupture, où ils vont ils vont adopter une posture qui va être presque disruptive et là qui peut perturber le reste de l'équipe parce qu'il n'aura pas toujours expliqué pourquoi est-ce qu'il va choisir cette posture-là. Et souvent, c'est pour montrer que voilà, c'est différent du manager. Et parfois, ce qu'on observe aussi, c'est d'avoir typiquement le N+2 qui nous dit lui, voilà, je l'ai fait évoluer en tant que manager parce que j'aime vraiment son approche, je trouve qu'il est top. Et en fait, une fois qu'il a cette fonction-là, qui va avoir tendance à dupliquer ce qu'a fait par exemple le manager précédent ou avoir une approche assez lisse et assez standardisée, ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend de lui. Mais pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'être accompagné pour oser aussi se révéler et oser exprimer sa singularité en tant que manager. Ok. Tu vois des différences dans les secteurs d'activité ? Toi, tu interviens sur tout type de secteur d'activité. Est-ce que tu vois des secteurs d'activité qui sont plus à la pointe sur ce sujet intergénérationnel ou pas ? Pour moi, ce n'est pas une question de secteur, c'est vraiment une question d'entreprise. D'accord. Parce que De taille d'entreprise ou de culture d'entreprise ou... Non, c'est plus une sorte de culture d'entreprise. Tu vois, là, j'ai en tête des structures qu'on accompagne dans le médico-social sur un même territoire de taille d'entreprise, de structure à peu près identique. D'une structure à l'autre, ça va être complètement différent en termes de culture. Donc, je pense que c'est vraiment la volonté aussi de se dire on a envie de faire bouger les choses, mais on est convaincu qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Et ça veut aussi dire qu'on a chacun une responsabilité. Et je pense que vraiment, ce qui fait la différence d'une entreprise à l'autre, c'est à la fois la volonté de faire évoluer sa culture, mais de se dire, OK, si on veut le faire, on va le faire ensemble. Et on a tous une responsabilité dans ce changement-là. Et quand on a des dirigeants, des managers qui savent faire passer ces messages, en général, c'est des personnes qui ont un coup d'avance. Et changer la culture d'une entreprise, c'est compliqué quand même. Ça se fait pas du jour au lendemain. On est d'accord. Donc, toi, quand tu arrives effectivement chez un client, que tu as fait une conférence, un atelier, une animation, et que tu te rends compte qu'effectivement le sujet, c'est votre culture, monsieur, madame, et qu'il va falloir changer un certain nombre de points, tu le présentes comment ? Tu le présentes directement comme ça ou non. ou voilà, comment tu réagis et qu'est-ce que tu fais pour que ton interlocuteur, ton interlocutrice qui est en face, elle puisse digérer la chose et faire grandir effectivement sa boîte. Alors déjà, l'idée, c'est de partir du terrain. C'est toujours ça dans l'approche, que ce soit des jeunes générations ou de l'entreprise, si on va partir vraiment de ce qui se fait concrètement sur le terrain. Parce que c'est ça qui permet la prise de conscience. Et si on veut dépenser du temps, de l'énergie à faire évoluer des pratiques, il faut être conscient que ce qu'on va faire peut vraiment avoir un impact positif. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et après, la manière dont on travaille, c'est qu'on va leur demander dans un premier temps de mettre en place des petites actions relativement simples et qui vont renforcer cette prise de conscience du pourquoi est-ce qu'on fait ça, et puis qui vont démontrer assez rapidement des résultats. Comme ça leur donne envie de continuer. Mais je pense que voilà, la première étape, c'est quand même de faire prendre conscience de la nécessité de vouloir passer à l'action. Et puis, comme je disais tout à l'heure, de la responsabilité. Je te prends un exemple. Quand on parle de fidélisation avec les plus jeunes, il y a plusieurs sujets qui sont centraux à travailler. Et l'un d'entre eux, c'est vraiment d'impulser une culture du feedback. Parce que quand ils arrivent, ils n'ont pas connaissance justement forcément de la culture de l'entreprise. Oui. En général, je dis en général, c'est pas toujours vrai, mais ils peuvent avoir quand même une idée assez globale, mais ils savent pas comment ça se décline. Et donc, ils vont avoir besoin aussi qu'on leur transmette des repères, et on le sait bien. D'ailleurs, on l'entend avec des dirigeants, on l'entend avec des managers. Très souvent, les jeunes, ils veulent plus d'autorité, ils veulent plus de cadre. Alors ça, c'est pas forcément vrai. Nous, en entretien, ils nous disent qu'ils ont besoin de cadre, ils ont justement besoin de repères, mais on peut plus imposer le cadre comme on le faisait il y a 15 ans, de manière très verticale, ça marche pas. Donc, on va devoir faire des retours réguliers qui partent de faits très précis les concernant et qui leur expliquent les impacts qu'ont cette action ou ce mode d'action. Et ensuite, en formulant une demande claire, concrètement du feedback. Et le feedback, il faut que ce soit fait de manière régulière, parce que si tu le fais pas de manière régulière, qu'est-ce qu'on entend, nous, de notre côté, quand on va voir les concernés ? Ça va être, je sais pas trop pourquoi, là, mon manager, il commence à me faire plein de retours, je sais pas trop ce qui se passe, voire même quand c'est des retours, positifs, un manager qui se dit, j'ai envie d'aller vers ça, et qui en fait beaucoup, mais sans expliquer la démarche, on peut avoir des jeunes collaborateurs qui me disent... Oula, là, du jour au lendemain, il m'a dit plein de trucs positifs, je sais pas trop ce qui se passe, c'est louche. Donc ça, c'est des choses que l'on peut
que l'on peut retrouver. Et donc, quand on veut amener finalement cette culture du feedback, mais qui soit vraiment saine et qui soit présente à toutes les échelles de l'entreprise, faut d'abord impliquer les managers. Et moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est de leur demander de commencer par quantifier le nombre de feedbacks qu'ils réalisent de leurs équipes chaque semaine à travers un exercice assez simple, un tableau à remplir. Je leur demande à la fin de la journée de se prendre 5 minutes maximum, de se poser et simplement de se dire à qui j'ai donné du feedback aujourd'hui, quel type de feedback il s'agissait et comment je me suis sentie vis-à-vis de ça. Okay. Et donc, à la fin de la semaine, je leur demande de regarder le tableau, on le regarde ensemble. Et donc, il y a un code couleur vis-à-vis du nombre de feedbacks. Et puis, ils ont dans le tableau une ligne par collaborateur. Et en fait, ce qu'on observe très, très, très souvent, c'est qu'on observe 2 choses. La première, c'est que naturellement, on a toujours tendance à faire plutôt un type de feedback, soit du positif, soit du négatif. Et on ne le fait pas forcément de manière régulière. Et la deuxième chose que l'on observe, c'est que bien souvent, on n'échange pas avec 100% de l'équipe. Parce qu'en fait, quand tu dis à des managers, je les incite à faire du feedback, si tu leur dis juste ça comme ça, la réponse que tu vas avoir, c'est « Ouais, mais moi, mes gars, je les connais. Non, mais moi, mes gars, je les vois tous les jours. Bien sûr que je leur fais du feedback. Bien sûr, en plus, ils sont là depuis 10 ans, évidemment. » Et en fait, quand ils regardent les choses factuellement, ce dont ils se rendent compte, c'est que généralement, on échange avec 80% des membres de l'équipe. Et finalement, les 20% restants... Ils n'ont jamais de feedback. Ils en ont très peu. Et pourquoi ? Parce que le courant passe peut-être moins, parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui est plutôt introverti, qui n'a pas forcément besoin de ça. Les raisons sont multiples. Mais en tout cas, chez les plus jeunes, malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent une corrélation entre ces 10-20% avec qui on échange moins et ces mêmes 10-20% vis-à-vis desquels on va entendre il a claqué la porte du jour au lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment, tu vois, par des actions comme ça, où là, ils vont prendre conscience qu'ils ne font pas du feedback à tous les collaborateurs, qu'on va les amener du coup à se questionner sur leurs pratiques, qui vont en faire un petit peu plus, et voilà, on va continuer ensuite à travailler ensemble dans ce sens-là. Sujet flexibilité, télétravail. On entend des entreprises qui veulent soit totalement arrêter le télétravail, mais ça reste très marginal, ou qui veulent réduire par contre le nombre de jours de télétravail. Ta position sur le sujet, et quel risque on prend à faire ça versus... je dirais les jeunes générations, mais peut-être pas que. Non, mais de toute façon, tout ce qu'on se dit là, ça vaut pour les jeunes générations, mais ça va bien au-delà des jeunes générations dans tous les cas, parce que, comme on le disait au départ, c'est un sujet de société et d'évolution de notre société. En tout cas, sur la flexibilité, c'est un sujet clé aujourd'hui. C'est vraiment une attente très forte qui s'explique parce que ce qui est central dans la conception du monde professionnel, mais même dans la conception de la vie chez les plus jeunes, c'est que l'élément central, ça va être l'épanouissement personnel. Et en fait, aujourd'hui, le travail répond, ou pas d'ailleurs, mais à cet épanouissement personnel, mais c'est vraiment cet épanouissement personnel qui prime et l'épanouissement personnel au quotidien. Et la notion de quotidien, elle est importante, puisqu'en fait, avant, on pensait cet épanouissement à l'échelle d'une vie. On se disait, finalement, je peux dédier 3, 5, 10 ans à une entreprise et puis je ferai autre chose après. Aujourd'hui, ils font le bilan à la fin de la semaine. Enfin, j'exagère à peine en disant ça. Donc, si ça leur va pas et s'ils n'ont pas pu développer aussi peut-être des aspirations plus personnelles, du coup, ils peuvent avoir tendance à pas rester ou à pas s'engager de la même manière. Donc, je pense que le sujet de la flexibilité, il est central. Après, le sujet du télétravail, c'est quelque chose qui est aujourd'hui attendu par les plus jeunes. Par contre, pour nous, un gros red flag quand on arrive en entreprise, c'est les entreprises qui nous disent nous, on a nos jeunes collaborateurs qui nous demandent du 100% télétravail. Ça, en général, c'est qu'il y a une problématique plus profonde au niveau du bien-être, au niveau justement des relations intergénérationnelles. En tout cas, c'est ce qu'on peut noter. Donc, je pense que le télétravail, aujourd'hui, si on veut se rendre attractif, vaut mieux en maintenir. Après, ne pas proposer du 100% télétravail, je ne pense pas que ce soit un problème. Non. Et finalement, de recadrer peut-être un petit peu le sujet en ayant des jours dédiés, ce n'est pas gênant non plus, parce qu'il faut garder en tête que les principaux leviers de fidélisation aujourd'hui chez les moins de 30 ans, ça reste encore et toujours l'ambiance, la relation avec les collègues et la relation avec le manager. Donc, plus on a des personnes qui seront au même moment dans l'entreprise, plus on va développer ce relationnel, ce collectif, et puis ça va aller aussi dans le sens des attentes. Donc, parce que tu vois, c'est ma question après. J'allais te demander les attentes prioritaires des moins de 30 ans. En fait, elles n'ont pas évolué. Depuis plusieurs années, ça reste identique. Ouais, le relationnel, il est vraiment très, très, très fort dans les attentes. Okay. Et justement, ça, c'est aussi une différence qu'on peut voir quand on va à la rencontre de collaborateurs d'âge différents. Un
un jeune collaborateur qui est pas bien au sein d'un collectif, il a pas peur de partir. Quand on est peut-être un peu plus âgé, quand on a plus d'expérience, plus d'ancienneté, on a un regard comparatif. En tout cas, on a peut-être un petit peu plus de recul et on se dit bon, ça c'est peut-être pas idéal, mais je vois d'autres choses qui peuvent m'avantager, qui peuvent me plaire au sein de l'entreprise, donc je vais quand même rester. Chez les plus jeunes, c'est vraiment un élément qui peut les pousser à partir. Et je pense que c'est aussi parce que c'est une génération qui a été peut-être davantage sensibilisée à la santé mentale, au fait de vraiment, encore une fois, s'épanouir au quotidien, être bien au quotidien. Donc dès que cet élément-là n'est pas là, ça peut les amener vers la porte de sortie. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises que tu as rencontrées et que tu trouves assez exemplaires sur ces sujets ? Sur les sujets, tu veux dire du relationnel, de l'ambiance. Oui. Qui arrivent à vraiment avoir être véritablement attractifs et fidélisants sur ces sujets-là, parce qu'ils l'ont travaillé, parce qu'ils ont aussi travaillé le quotidien d'un collaborateur, d'une collaboratrice. En fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est est-ce qu'il y a des temps pour se rencontrer. Tu vois, j'ai des entreprises qui me viennent en tête, c'est dans l'industrie, dans l'agro, mais tu vois, de se dire, il y a des moments où on va se retrouver dès le début du parcours, mais tout au long de la vie du collaborateur, vraiment des temps de rencontre qui sont réguliers. Parce qu'en fait, l'ambiance, elle va se créer, enfin, ce que je dis, ça, c'est évidemment assez basique, mais elle va se créer de par la rencontre. C'est pas quelque chose qui peut se décréter, c'est vraiment quelque chose qui va se construire dans le temps. Et du coup, je pense que les entreprises qui arrivent à ritualiser ces temps d'échange et à offrir les espaces pour autoriser aussi ces rencontres, pas uniquement au sein d'un service, même avec l'ensemble des collaborateurs, en général, naturellement, tu as une meilleure ambiance dans ces services-là, dans ces entreprises-là. Et puis, tu as aussi, tu vois, la proximité avec des directions. Là, je pense à une autre entreprise dans le transport, donc, voilà, un autre secteur, mais où tu as des comités de direction qui viennent sur le terrain, qui vont à la rencontre des collaborateurs, qui sont vraiment dans une proximité. Et du coup, aujourd'hui, il y a aussi la notion d'exemplarité, c'est-à-dire que si c'est impulsé par le comité de direction, si eux l'autorisent, toi, tu t'autorises derrière aussi à le faire et voilà, avoir plus de proximité avec les autres, à oser prendre le temps. Parce que des fois, ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre aussi en entretien avec les plus jeunes, c'est qu'ils vont dire « Ouais, mais si je fais ça, peut-être que ça va être mal perçu. Si je prends 10 minutes pour aller discuter avec mon collègue, au fond, quand c'est le comité de direction qui prend l'exemple de le faire, de venir sur le terrain et de venir discuter 10 minutes avec toi, tu sais que naturellement, enfin inconsciemment, en tout cas, tu as le sentiment d'avoir le droit et la possibilité de le faire. » Ok. Vous arrivez à mesurer les résultats ? Oui. Et comment tu les mesures ? C'est quoi les KPI principaux que vous regardez ? L'idée, c'est d'en pas d'en avoir 50, mais j'imagine d'en avoir quelques-uns, mais qui sont vraiment crédibles. C'est ça. En fait, ça va être donc, au sein de Vague de Sens, il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, mais cet ADN étude qui est très présent, parce que moi, ça fait partie de mon parcours. Tu vois, j'étais à BVA, après à Keolis, je travaillais aussi dans ce domaine des études. Là, on va continuellement rencontrer des jeunes, on accompagne des entreprises sur des études. Donc, l'objectif, c'est de regarder si ce qu'on fait a vraiment une influence, quand c'est souhaité, en tout cas par les entreprises. L'exemple que je prenais tout à l'heure avec ces collaborateurs qui ne se présentent pas le premier jour, ça, c'est assez facile à observer. Après, il y a tout ce qui est turnover sur des contrats courts, typiquement des saisonniers. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on va regarder quand on accompagne des entreprises. On travaille aussi sur des études en amont et en aval vis-à-vis de l'engagement, parce que le sujet de l'engagement aussi, c'est un gros sujet. Le tout, c'est pas d'avoir des collaborateurs en poste, c'est aussi d'avoir des collaborateurs engagés. Donc ça, c'est des études qu'on va faire en amont et en aval pour bien vérifier que ce qu'on a mis en place renforce l'engagement des équipes. On peut faire des mesures d'impact aussi après avoir réalisé des actions. Donc en tout cas, il y a toujours cette volonté de quantifier ce qu'on fait et de se dire, OK, est-ce que ça a vraiment une incidence ? Ok, très clair. Génération Alpha. Alors, je sais que tu n'aimes pas les cases de génération, mais je l'ai bien entendu. Néanmoins, c'est une génération qui va arriver sur le marché de l'emploi, qui commence à arriver d'ailleurs, même en alternance pour les plus jeunes. Il y a encore est-ce qu'il y a un écart entre génération Alpha et génération Z ou c'est juste la continuité en fait ? Il y a un élément qui est beaucoup plus marqué chez eux, c'est l'anxiété. Ok. L'anxiété, elle est vraiment marquée, vraiment généralisée. Pour avoir échangé avec, par exemple, une personne qui supervise des infirmières scolaires,
Elle me disait, là, dans certaines régions, en un an, le taux de passage à l'infirmerie a quasiment doublé, et principalement à cause de crises d'angoisse généralisées. Donc, on sent bien que c'est une génération qui est très anxieuse. J'ai pas de boule de cristal, je sais pas concrètement comment ça va se décliner demain, mais ce qui est sûr, c'est qu'au sein des entreprises, ça, on va devoir composer avec. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser à un résultat d'études qu'on a eu dans notre baromètre, parce que chaque année, on réalise un baromètre sur les jeunes et leurs premières expériences professionnelles. Et on les questionne sur plein de sujets, et notamment sur leur projection en entreprise en début de carrière. Et donc la projection standard, c'est des choses que tu vas retrouver dans nos études, mais que tu retrouves dans toutes les études un peu, c'est des projections à 2-3 ans, plutôt pour les profils qualifiés, et 3-4 ans pour les profils un peu moins qualifiés. Donc déjà, si on passe, tu vois, les 3 ans, on a commencé à fidéliser. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve de manière marquée. Et jusqu'en 2022, on avait 2-3% de l'échantillon qui nous disait moi, si tout se passe bien dans ma carrière, je pourrais rester toute ma carrière dans la même entreprise. Ok, très bien. En 2023, ce pourcentage est passé à 22%. Donc là, on s'est dit, il y a peut-être un truc en 2023. On en avait peut-être parlé. Je ne sais pas si on avait eu les résultats à ce moment-là, enfin, quand on a échangé en 2023, je ne sais plus. En tout cas, en 2023, donc on est passé à 22%. Donc, tu as bien compris comment on fonctionne. Donc, on est allé voir les concernés. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Et finalement, ils nous ont parlé de la guerre en Ukraine, crise climatique, crise économique. Et tout ça, du coup, générait des craintes exacerbées. Et du coup, ils se disaient, moi, finalement, je me projette plus longtemps dans l'entreprise à condition d'être bien intégré et à condition d'avoir des perspectives d'évolution. Mais pourquoi pas y faire toute ma carrière? Au moins, je me sentirai en sécurité. D'accord. Après, moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils vont passer 20 ans au sein de l'entreprise, mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a des perspectives un peu plus longues. Ça, c'est en 2023. En 2024, on a 26% de l'échantillon qui ont choisi cet item-là. D'accord. Donc là, ça fait que 2 ans, mais on observe un début, tendance, un début de tendance, à voir si ça se confirme en 2025. Ce que ça veut dire, parce que quand tu dis ça à des chefs d'entreprise, ils ont le sourire, ils vont te dire « Génial, ça veut dire que tu es en train de me dire que là, j'en ai 1 sur 4, 1 sur 5 qui va passer à 20 ans à mes côtés. » En l'occurrence, donc pas forcément comme je le disais juste avant, mais potentiellement, on pourrait les garder un petit peu plus longtemps demain. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y aura une part des jeunes qui resteront dans l'entreprise par besoin de sécurité. D'accord. Donc pas par passion, peut-être pas par adhésion totale à la mission. Donc un peu pour des mauvaises raisons, entre guillemets, pour eux, pour des bonnes raisons pour eux, mais toi, en tant qu'entrepreneur ou manager, c'est pas forcément idéal, quoi. C'est ça. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un sujet qui est important aujourd'hui, je pense qu'il sera essentiel demain, c'est vraiment le sujet de l'engagement, qui va prendre de l'ampleur, à mon avis. Et les entreprises qui arrivent à s'emparer de ce sujet-là et à le travailler dès aujourd'hui sont celles qui se distingueront dans 2 ou 3 ans, quand cette vague-là va prendre de l'ampleur et que les entreprises en prendront peut-être un petit peu plus conscience. Ok. On te questionne déjà sur l'engagement? Oui, un petit peu. Mais ça reste... c'est pas les sujets... En fait, nous, quand les entreprises font appel à nous, aujourd'hui encore, heureusement, je vais structurer mon propos. Heureusement, il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel à nous justement en se disant on a envie d'avoir un coup d'avance. Oui. Voilà, on a envie de simplement d'être meilleurs dans nos pratiques, de faire évoluer nos postures, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font appel à nous, un peu en mode pompier, en disant vite, venez, on a un turnover qui s'accélère jusqu'à moins de 30 ans, on ne sait pas comment faire, on ne reçoit plus de CV, c'est la cata. Voilà, il y a quand même ce phénomène d'urgence qui est présent. Et du coup, les entreprises qui se questionnent sur l'engagement sont celles qui sont déjà bien souvent dans un certain questionnement, qui ont déjà remis en question certaines pratiques. Et, sont déjà plus avancées quand même. C'est ça. Mais par contre, ça va faire la différence ces prochains mois, prochaines années pour toi. Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment un axe différenciant. Le temps tourne, Marlène. Est-ce que tu pourrais nous partager une initiative? Alors, le mot est toujours un peu tarte à la crème, mais toi, que tu juges innovante, que tu juges différenciante et que tu as observé effectivement chez l'un de tes clients ou dans les entreprises que tu as observées tout simplement, qui ne sont pas forcément clients? Une initiative différenciante. Moi, ce que je trouve plutôt chouette, mais ça va encore faire écho à ce qu'on s'est dit, c'est que on parlait beaucoup de des comex shadow qui sont là, voilà. Et ça, en fait, l'approche, je la trouvais intéressante, mais du coup, elle était très ponctuelle
Et finalement, voilà, je trouve que la démarche peut être intéressante, mais pour moi, on ne va pas assez loin dans cette démarche-là. Là, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui en fait le font, mais de manière continuelle et sur plein de sujets. C'est plus sur un sujet clé. C'est vraiment des moments de rencontre où ils vont venir prendre le temps de quelque part de confronter leur point de vue, ou en tout cas de mettre en commun leur regard et quelque part de décider un peu ensemble. Ça, je trouve ça très très chouette et en général, du coup, finalement les décisions qui sont prises sont à la fois portées plus facilement par les collaborateurs en interne puisqu'ils sont impliqués, et puis ça permet d'aller beaucoup plus loin, de mobiliser plus de monde. Donc ça, c'est quelque chose que j'observe assez souvent, de plus en plus souvent, et que je trouve assez chouette. Et mince, je voulais dire autre chose. Et tu retrouveras. Je vais retrouver, ouais, ça va ça alors. Et question, t'envisages un jour un label, je sais pas, un label Vague de Sens, comme il existe d'autres labels, Choose My Company, Great Place to Work, etc. J'y avais pensé, j'en avais parlé. Aujourd'hui, ça va pas être ma priorité de forcément développer ce label. J'ai plus envie, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, d'être sur cette dimension concrète et de se dire, moi, ce qui compte, c'est que voilà, avant notre passage, il y avait peut-être des problématiques, mais qu'après notre passage, il y a des problématiques qui soient résolues. Et tu vois, aujourd'hui, ça va faire 4 ans que l'entreprise, elle existe. On travaille quasiment que sur recommandations naturelles. Et pourquoi ? Parce que nos clients, en fait, c'est ce dont ils parlent, en fait. Ils disent, c'est simple, en gros, on avait ça comme problème, le problème, on l'a plus. Et du coup, t'as pas à aller faire de la prospection, ça se fait tout seul. Donc, moi, c'est plus ça que je veux développer et vraiment avoir cette dimension opérationnelle. Ok. Tu donnes beaucoup de conférences. Tu es même reconnue conférencière dans des agences de conférences. Je suis trop jaloux, moi. Quand je vois ça. Et tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui de la prise de parole des RH sur LinkedIn. Mais il y aura des RH qui pourraient aussi donner des conférences. T'en penses quoi, toi, de ce sujet ? Moi, je pense qu'il faut apprendre à parler de nos entreprises. Vraiment, avec sincérité, avec authenticité. Aujourd'hui, il y a régulièrement des dissonances qu'on peut noter entre ce qu'on croit être des points forts de l'entreprise et les réels points forts perçus par les collaborateurs. Donc, je pense que c'est important de vraiment savoir aujourd'hui ce qui est attractif au sein de l'entreprise, de savoir le verbaliser pour pas qu'il y ait de phénomène de désillusion. Parce que ça, il n'y a rien de pire pour avoir, pour freiner l'attractivité et la fidélisation des collaborateurs. Et puis, il y a aussi d'apprendre aux managers, d'apprendre à nos équipes à savoir comment parler de l'entreprise. Tu vois, nous, on aime bien travailler sur des ateliers avec des collaborateurs en disant, OK, demain, vous êtes face à une classe de 4e, comment est-ce que vous faites pour qu'ils se rappellent de vous, concrètement, sachant qu'ils ne se projettent pas encore dans le monde professionnel. Tu fais comment ? Après, tu es face à une classe d'un BTS de je ne sais quoi, de ton secteur d'activité, tu fais comment ? Tu es face à une classe de maternelle, tu fais comment ? Et de les amener, en fait, à savoir comment parler de l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qui marche très bien, en fait, c'est le fait de raconter des anecdotes, d'expliquer, en fait, d'où on vient, où on va aussi, mais toujours avec un discours très émotionnel. En fait, c'est ça qui va marquer les potentiels futurs collaborateurs, et c'est ça qui va leur donner envie de les rejoindre. Et ça, on le fait pas forcément naturellement parce qu'on a tendance à aller sur des éléments très factuels, à vouloir expliquer tout ce qu'on fait, mais en fait, c'est pas ce qui va capter leur attention. Et tu vois, il y a pas longtemps, je travaillais avec une banque bien connue, et il me disait, nous, concrètement, on envoie toujours la même personne parler aux jeunes. Je dis, pourquoi ? Parce que lui, il sait très bien parler aux jeunes. Ok, mais pourquoi ? Et en fait, quand on creuse, c'est ça, parce qu'en fait, il sait raconter l'entreprise. Et je pense qu'encore une fois, ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous quand on est collaborateur, et d'autant plus quand on est là depuis un certain nombre d'années, on a vécu plein de choses, plein d'anecdotes, et c'est ça qu'il faut raconter, c'est ça qu'il faut transmettre lors de la phase d'intégration, et puis même tout au long de la vie de la vie ensemble pour ne plus entendre aussi ouais, mais ces jeunes ils savent pas. Non, ils peuvent pas tout savoir quand ils arrivent, mais c'est aussi à nous de leur raconter et de leur laisser une place pour qu'ils prennent part à cette histoire, et que cette histoire on la crée ensemble. Ok, très très clair, c'est palpitant. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? C'est une colle ça. Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée et que j'aurais aimé que tu me poses? Ou un sujet dont tu aimerais parler absolument? Peut-être de rappeler que, parce que j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais que vraiment, tu vois, aujourd'hui, les jeunes, quand on leur dit
si je te dis monde professionnel, c'est quoi les premiers mots qui te viennent en tête? Vraiment, le premier mot qui leur vient en tête, c'est la peur. Cette peur, elle prend de plus en plus de place dans les discours. Voir l'angoisse que tu disais pour les plus jeunes. Encore les plus jeunes, ouais. Et que vraiment, si on veut réussir à les attirer, si on veut réussir à les recruter, nous, notre objectif, ça va être de les rassurer. Et je sais que parfois, quand je dis ça, ça peut agacer. On dit, c'est bon, moi aussi j'étais jeune, je me suis adaptée, ils vont s'adapter. Oui, mais à un moment, la réalité, elle est là. Et en fait, quand je travaille, tu vois, avec des chefs d'entreprise, je leur dis toujours, en tant que chef d'entreprise, lutter et dépenser de l'énergie pour essayer de faire en sorte que les jeunes ne perçoivent pas le monde professionnel comme ça, franchement, je conseille pas de le faire parce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie pour finalement très peu de résultats. Moi, ce que je les invite plutôt à faire, c'est de se dire, si ils perçoivent le monde professionnel comme ça, on va pas pouvoir tout changer. Par contre, nous, ce que l'on peut changer, c'est de faire en sorte qu'à partir du moment où ils mettent un pied dans notre entreprise, qu'ils constatent qu'en fait, oui, d'accord, ils ont peut-être cette vision du monde professionnel, mais au sein de cette entreprise, ça se passe pas comme ça et ça se passe plutôt bien. Donc, je pense que c'est vraiment travailler sur, encore une fois, comment les accompagner et peut-être faire changer leur regard à partir du moment où ils ont mis un pied chez nous. Ok, très clair. Alors, une petite question de fin d'épisode. Est-ce que tu aurais une anecdote pro à nous raconter? Quelque chose qui t'est arrivé, que tu n'as encore jamais avoué à un micro, à une conférence? Pour faire le lien avec ce que je viens de dire juste avant. Donc voilà, les jeunes sont assez anxieux à l'idée d'entrer dans le monde professionnel et en même temps, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on n'a pas tous, à un moment, été un petit peu anxieux à l'idée de débuter dans le monde professionnel. C'est bien souvent le cas. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et j'étais tellement stressée, mais vraiment méga stressée à l'idée de mon premier jour. Je voulais vraiment être prise pour une professionnelle, sérieuse, digne de confiance. Premier jour, mais de ton premier job ou... Ouais, de mon premier job. Ok. Et j'étais hyper stressée. Du coup, j'ai pas dormi la nuit passée. Trop stressée. J'ai pas mangé la veille, trop stressée. Pas mangé le matin même, trop stressée. Et donc, j'ai pas passé la matinée. J'ai fini dans le camion des pompiers, dans l'ambulance des pompiers, parce que j'ai fait un malaise et que voilà, c'était hyper gênant. Donc, ça, c'était gênant, mais c'était pas le pire, parce que le pire, c'était le deuxième jour quand tu reviens, quand t'as vraiment envie d'être prise au sérieux et qu'en fait, tout le monde t'a identifié comme la nana qui a fini dans l'ambulance des pompiers. Donc ça, c'était un moment un peu gênant. Donc toi, tu te souviens bien de cette première journée? Moi, je me souviens bien de cette... Tous tes collègues se souviennent bien de ta première journée. Exactement, en fait. Et même 10 ans après, ils m'en parlent encore. Donc non, ça c'était un peu gênant. Et voilà, je pense c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir tendance... Bon, moi, pour le coup, voilà, cette première journée m'a marquée. Mais souvent, quand j'échange avec des personnes... Ça va mieux? Ça va mieux maintenant. Mais quand j'échange avec tu vois, des collaborateurs qui sont peut-être dans l'entreprise depuis 15-20 ans, finalement, on peut avoir tendance à oublier ce que c'est, cette première journée. Et je pense que ça peut être un exercice... Faux, hein. C'est un vrai sujet, ça. Tu vois, ça peut être un exercice intéressant de se dire, en fait, elle était comment cette première journée? Dans quel état d'esprit j'étais? Et simplement de se dire, demain, s'il y a quelqu'un qui est dans le même état d'esprit, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible? D'où l'importance de l'accueil quelques jours avant, de l'accueil le jour J, de déjeuner avec la personne, pas qu'elle se retrouve toute seule à midi. Oui, ou si c'est pas possible, lui expliquer pourquoi. Voilà. Et ça paraît basique, mais ça existe encore. Ouais. Voilà. Faut aussi parce que dans les basiques qu'on a tendance à oublier, faut quand même se dire qu'aujourd'hui, quand on va rencontrer des moins de 30 ans qui sont partis plus tôt que prévu d'une expérience et quand on leur dit concrètement qu'est-ce que l'entreprise aurait pu mettre en place pour te donner envie de rester, les 2 éléments qui reviennent en premier, c'est me dire bonjour et m'appeler par mon prénom. On en est quand même là. Alors, je dis pas qu'en faisant ça, on va réussir à les fidéliser pendant 10 ans. Simplement, malheureusement, régulièrement, à cause de juste ça, ça les amène à partir. Et ça, on peut tous le faire. Il ne s'agit pas d'être manager ou d'être dirigeant. Oui. Chacun, à notre échelle, on peut le mettre en place. Ça coûte 0 €. C'est ça. C'est pas un sujet de budget 2025. Voilà. Ok. Il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Alors moi, il y a une personne que j'aime beaucoup qui est basée à Rennes, et qui, je trouve, a un regard assez intéressant dans son approche. C'est Leïla El Abdi. Oui, je connais bien. Tu la connais? Oui. Je trouve elle sait très bien parler d'authenticité, de vulnérabilité. Et elle est très punchy et je pense que c'est quelqu'un qui sera... son regard sera intéressant dans le cadre du podcast. Je prends l'idée. Ok. Est-ce que tu fais de la veille? Oui. Comment tu fais ta veille, toi?
Alors, ma veille number one, c'est on va voir les concernés. Ouais, ok. Ouais, non, on super va ouais. tout le temps voir des jeunes à travers des études, des micro-trottoirs, des entretiens, des événements pour pouvoir Tu vas pas avoir des seniors aujourd'hui? Non. C'est pas que je suis contre les seniors. Ouais. C'est simplement qu'à un moment, il faut... Mais t'as pas focusé là-dessus? Non, voilà, okay. j'ai pas focusé là-dessus. Et encore une fois, pourquoi les jeunes générations? Parce que, donc moi, à la base, je suis psychosociologue, spécialisée dans les études quali et dans la prospective. Et du coup, ce qui m'intéresse aussi dans les jeunes générations, c'est évidemment de traiter des sujets qui impliquent les jeunes générations et l'intergénérationnel, mais aussi finalement de travailler cette vision prospective en disant que nous disent-ils, qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise et comment aujourd'hui on peut mettre une stratégie en place qui aura véritablement de l'impact dans 2 ou 3 ans. Donc c'est ça la raison qui me pousse à aller davantage vers les jeunes générations. Donc on va continuellement les rencontrer parce que l'objectif c'est d'identifier les signaux forts mais aussi d'identifier tous les signaux faibles, toutes les petites choses. Donc ça c'est vraiment numéro 1. Et puis après, sinon, beaucoup de presse. Je lis pas mal d'articles sur le sujet. Je me tiens informée aussi. C'est quoi tes sources ça va être assez varié. C'est pas forcément uniquement du RH. Ça va être des... L'idée, c'est plutôt de se dire, encore une fois, parce que pour moi, il y a vraiment cette double approche, c'est comment évolue notre société. Oui, okay. Donc ça va être assez généraliste. Et puis après, je regarde, par exemple, s'il y a des articles qui sortent sur le sujet, des personnes que tu connais peut-être, qui sont... on va dire des personnes qui travaillent sur le même sujet que moi. Je pense, tu vois, à Elodie Gentina, qui fait plein d'études sur le sujet, donc je trouve intéressante. Je sais que l'EDEC, ils font aussi des études sur le sujet. Donc se tenir informé de ce qui se fait en parallèle. Et puis de voir aussi là où finalement on se retrouve dans nos études. C'est une petite anecdote, mais qui m'avait fait sourire. Par exemple, quand Salomé Saké avait sorti son livre... Sois jeune et tais-toi, j'ai plein de personnes qui m'ont contacté en me disant c'est dingue, il y a des choses, il y a la même chose que toi, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit c'est normal en fait, parce qu'on a la même approche à une échelle différente et vis-à-vis de peut-être de populations, de segments différents, mais on a la même approche, donc heureusement qu'on arrive au même résultat, sinon ce serait inquiétant. Et l'idée c'est aussi ça, c'est de se dire finalement chez des personnes qui vont adresser des sujets identiques, mais peut-être de manière différente auprès d'échantillons différents, c'est voir sur quoi on se retrouve. Et parce qu'en fait, si on est 5-6 à travailler sur les mêmes sujets, les mêmes études, et qu'on arrive à des conclusions un peu similaires, peut-être, encore une fois, il y a une tendance qui se dessine. Il y a peut-être un vrai sujet, ouais. Ok, merci. Merci beaucoup, Marlène, pour ton temps, pour ta dispo. Merci pour l'invitation, Florent. Je t'en prie. Donc, si on regarde le calendrier, on devrait se revoir à l'été 2026, à peu de choses près. 18 mois après, un peu plus de 18 mois. Bon, on verra. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Je pense que tu as encore beaucoup de sujets à traiter. Je pense que du travail, tu vas en avoir. Enfin, c'est pas trop un problème. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Heureusement pour toi économiquement, malheureusement parce que ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de sujets dans les entreprises à résoudre autour de l'intergénérationnel. Je pense qu'effectivement l'allongement aussi de la durée de vie au travail et en parallèle aussi le fait de prendre de plus en plus d'alternants, etc. jeunes fait des écarts et engendre plein de, j'ai pas le mot problème RH, mais de sujets RH à traiter, à résoudre, qui sont aussi passionnants en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Un grand merci. Merci à toi. Passe une belle année 2025, une nouvelle fois. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous également de vous éclater cette année. À bientôt. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!